Bienvenue pour 300 millions de critiques. Nous sommes dans une exposition absolument exceptionnelle, l'exposition donc Courtauld qui a lieu à la Fondation, qui se déroule à la Fondation Louis Vuitton dans le Bois de Boulogne à Paris. Nous allons commencer par Michel Serruti de la radio-télévision suisse que vous connaissez, que vous appréciez toutes les semaines. Mon cher Michel, bonjour. Hello Guillaume. Vous avez ramené à la surface cette expression qui prouve votre modernité. Ah mince, l'émission démarre. Vous êtes à côté de Sylvestre Defontaine de la RTBF qui lui est un jeune homme que nous accueillons toujours avec plaisir car il travaille intensément à des sujets qui le passionnent, d'ailleurs comme l'essentiel d'entre nous. Bonjour, bonjour mon cher Sylvestre. Nous sommes avec Laura Tenoudji de France Télévisions pour évidemment vous donner non seulement son sentiment mais le point de vue évidemment d'Internet sur cette exposition ou sur les phénomènes que nous allons aborder tout au long donc de cette émission. Slimane Zeguidour de TV5 Monde est avec nous. Mon cher Slimane, bonjour. Bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver ainsi que vous ma chère Myriam car vous avez traversé l'océan et c'est un grand mérite mais nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis ravie de vous retrouver Guillaume. Alors nous commençons cette émission, vous savez c'est l'habitude par les instantanés de cette émission et nous allons commencer par vous. Alors un instantané qui est une très belle photo dans une très belle lumière du Grand Théâtre à Genève, vénérable bâtiment qui date de 1879 mais qui sort d'une rénovation qui a duré 3 ans, haut lieu de l'art lyrique à Genève et au-delà, que je vous encourage à visiter la prochaine fois que vous êtes à Genève. Sylvestre. J'ai pris une photo pendant le concert de The Blaze, qui est un duo français, concert incroyable, magnifique. Ils sont en tournée européenne et mondiale et ils sont quasiment sold out partout. C'est un bon indicateur. Laura. Cette photo de Gérard Darmon et d'Alain Chabat qui dansent la carioca. Pourquoi? Parce qu'il y a une pétition, oui Guillaume, en ligne, pour demander le retour pour le 72e Festival de Cannes. On aimerait les voir réunis sur scène et qu'ils dansent à nouveau la carioca. Le Festival de Cannes a répondu sur son compte Twitter. Patience, 3 petits points. Donc c'est peut-être en bonne voie. En tout cas, la productrice Isabelle Siri et moi-même avons signé cette pétition qui compte presque 35 000 signataires. Et donc c'est Gérard Darmon et Alain Chabat. Et Alain Chabat qui vont danser la carioca. Oui. Et c'est un événement culturel. Ben, c'est un événement culturel. Ça se passe à Cannes. Cannes, c'est la culture aussi, la culture du cinéma. Ma chère Myriam. Je vous ai apporté une image qui représente le Festival international du film sur l'art. Chez nous, on le surnomme le FIFA, donc je voulais absolument vous faire savoir que le FIFA, c'est pas seulement la fédération de foot, mais un festival qui, je trouve, n'est pas assez couru chez nous. Pourtant, il y a vraiment de très, très belles perles à ce festival. On fait vraiment plein de découvertes, un tour du monde à travers les arts et le cinéma. Slimane. Oui, c'est une photo d'une manifestante à Alger, une jeune femme qui avance fièrement dans la rue et elle remet dans ces rues qui étaient devenues au fil des ans le royaume des hommes une féminité qui est vraiment bienfaisante dans ce printemps algérien. Sommaire donc de ce 300 millions de critiques qui, vous savez, est l'émission consacrée à toute l'actualité francophone. Le voici et nous nous retrouvons pour un premier débat en direct. Amin Maalouf est de retour dans les librairies traditionnelles et en ligne avec un nouvel essai intitulé « Le naufrage des civilisations ». Nous ouvrons l'émission avec lui. Le musée Jean-Jacques Henner à Paris accueille une expo intitulée « Roux » de Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel. L'équipe l'a visité. Exfiltré est le premier long métrage de fiction d'Emmanuel Hamon, venu du documentaire. Et nous allons parler du passage des réalisateurs du documentaire vers la fiction et de ce film en particulier. Instantané, invités et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Et voici le premier sujet de ce 300 millions de critiques qui est consacré à Amin Maalouf, qui est un écrivain, vous savez, franco-libanais, membre de l'Académie française depuis 2011. Il a remplacé, ou plutôt, il a succédé au fauteuil de Claude Lévi-Strauss, qui est le fameux fauteuil 29. Il a reçu à Bruxelles, samedi dernier, le prix international, donc Nessim Habif, pour l'ensemble de son œuvre, décerné par l'Académie royale belge de langue et de littérature française. Et c'est la raison pour laquelle nous conversons au début de cette émission. Il est de retour dans les librairies et en ligne avec un nouvel essai intitulé « Le naufrage des civilisations ». Mon cher Slimane Zeguidour, d'abord, il faut relater le propos du livre. Alors, c'est une chronique à la fois intimiste,
mais aussi politique et géopolitique, où Amin Maalouf fait un bilan de sa vie. Et c'est une vie qui est marquée par des déchirements et des déracinements. Par exemple, sa famille maternelle qui vivait en Égypte a dû quitter l'Égypte sous la poussée de la révolution socialisante de Nasser. Ensuite, la famille retourne au Liban, parce que la famille est d'origine libanaise. Ils sont expulsés ou exclus du Liban par la guerre civile, mais qui était en fait une guerre internationale par Libanais interposés. Et il arrive en France, parce qu'il est francophone, dans une Europe à la fois prospère, mais qui est en proie au doute. Et il ramasse, disons, tous les aspects de son identité. Il est à la fois arabe, mais chrétien, il est libanais, il est levantin, il est francophone, il est laïque. Et en fait, au cours de tout ce parcours, il a été journaliste, il a couvert la plupart des grands conflits qui ont déchiré sa région. Et donc, à travers toute cette réflexion, on peut parler de déracinement, de naufrage, mais aussi, je crois, c'est un cheminement vers la vraie identité, vers la vraie communauté qui est la communauté des hommes. Alors, acte d'optimisme, acte crépusculaire, acte de pessimisme, quel est votre point de vue, Sylvestre? Lucidité. Oui, moi j'ai trouvé que c'était... ça a oscillé entre espoir et obscurité, ce livre. Il y a vraiment les deux aspects. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part justement de la petite histoire, sa petite histoire particulière, pour généraliser le propos et raconter quelque chose qui est beaucoup plus macro-social, macro-géopolitique, etc. Et donc, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ces gens qui sont capables de tirer de grandes leçons de vie à partir de leur petite... et grande expérience de vie. Ça m'a aussi beaucoup frappé ce concept de levantin que je connaissais pas bien en fait. Je suis allé voir, mais c'est un concept qui est quand même très fluctuant selon les époques, selon l'histoire. En gros, ce sont les chrétiens de l'Empire ottoman. Enfin, Slimane pourra peut-être mieux m'éclairer là-dessus. Mais donc c'est intéressant et ça commence vraiment par ça, par le concept de levantin, qui était en gros à un moment donné cette capacité à avoir une religion dans un pays qui n'était pas majoritairement chrétien, et cette coexistence. Et il explique aujourd'hui que malgré le fait qu'on soit dans une civilisation où on a guéri d'un certain nombre de maux, eh bien, les religions ont eu tendance à se séparer, en fait. On va passer par Internet pour savoir ce que les gens pensent à la fois du travail récent et du personnage. Alors, on le définit comme observateur désespérément rationnel. C'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux quand on commente son discours. Et le thème qui revient souvent, c'est les religions. Et on se demande comment, effectivement, c'est ce qu'il dit lui aussi, avant toutes ces religions cohabitaient, et comme par magie, on ne statuait pas, on ne légiférait pas, et qu'aujourd'hui, on a perdu cette spontanéité, on a perdu ce naturel. Donc, c'est vraiment les sujets qui font débattre. Et effectivement, malgré tout, son pessimisme, sa noirceur. Le réseau de prédilection, c'est Facebook. Il a plein de pages. Alors, on voit que c'est un homme vraiment multiculturel parce qu'il y a autant de pages en arabe qu'en français. Et il y a des rencontres, ça s'appelle les groupes, les rencontres avec Amin Maalouf, où on débat entre passionnés de ce qu'il raconte et chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. Lui n'est pas à proprement parler très actif. D'ailleurs, c'est pas un digital native, mais en tout cas, ceux qui le lisent, ses lecteurs, font naître le débat sur les réseaux sociaux. Voilà, Myriam, du point de vue de l'autre côté des océans, d'abord, est-ce que vous connaissez Amin Maalouf? Oui, très bien. Il est toujours très bien accueilli, en fait, et ses ouvrages viennent mettre beaucoup de... Qui a utilisé le mot lucidité tout à l'heure, beaucoup de lucidité, Michel, donc, sur une réalité qui pourrait nous sembler peut-être loin du Moyen-Orient, de l'Europe où il habite, mais toute cette question des identités multiples, c'est quelque chose qui résonne vraiment chez nous, qui devrait résonner davantage, parce que, bien sûr, étant donné qu'on est une minorité francophone dans un grand territoire, cette question sur les identités multiples, cette façon de trouver un espèce d'équilibre entre, pour les nouveaux arrivants, de garder la culture d'origine et de se sentir bien dans la société d'accueil, et même chose pour la société qui reçoit, de ne pas se sentir, comment dire, agressé ou avoir
avoir peur d'une assimilation. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans les mots d'Amin Maalouf. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début de cet ouvrage-là, il s'excuse presque d'écrire au jeu. Et je trouve que c'est là la force de cet ouvrage-là. C'est justement... Mais c'est pas un ouvrage de sociologie, c'est un témoignage, il y a de la poésie, il y a une fragilité. Oui, et je trouve que c'est là où il y a beaucoup de fragilité et de... On peut s'identifier... De mélancolie. On peut s'identifier aux propos d'Amin Maalouf. Et justement, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Ben, lorsqu'un ouvrage d'Amin Maalouf arrive, je trouve que ça ouvre et ça défait ces espèces de chambres d'écho, vous savez, lorsqu'on se retrouve un peu en vase clos, avec tous un peu les mêmes propos, on prêche entre convertis. Bien, Amin Maalouf vient un peu casser ça et nous permettre d'ouvrir nos horizons et de discuter sur des points communs, en fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas son premier livre où il se livre à une réflexion, à cette rage identitaire qui déchire la planète. C'est peut-être son troisième ouvrage où il traite de cette question qui ne devrait pas en être une. Et je crois que la leçon qu'on peut tirer de sa réflexion sur la définition de l'identité, et il nous dit que l'identité de chacun d'entre nous, c'est que nous sommes ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement notre héritage, l'identité. L'identité est beaucoup plus devant nous. C'est ce que nous allons devenir plutôt que ce qu'on a hérité seulement. Je suis ce que je fais. Voilà à peu près la définition la plus proche de la réalité telle qu'essaie de la cerner au fil de ses ouvrages Amin Maalouf. Mais on ne peut pas évidemment aborder ce sujet sans terminer sur la situation qu'on connaît actuellement, qui est une situation quand même d'affrontement, de tension, d'inégalité sociale, de problèmes identitaires, voire même d'attentats. Donc est-ce que vous avez l'impression que c'est une sorte de promeneur qui traverse tout ça tranquillement avec la mélancolie? Non, c'est un bouquin... c'est-à-dire qu'il y a deux choses dans ce livre. Pour moi, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'ouvre, qui est un petit peu autobiographique, c'est-à-dire qu'il il enracine le livre dans ce qu'il est pour expliquer comment il livre sa réflexion. Je pense qu'elle est importante aussi parce qu'il peut avoir cette réflexion, Amin Maalouf, parce qu'il est très au clair avec son identité. Et parce qu'il est au clair avec qui il est, d'où il vient, ça lui permet aussi d'accueillir les autres, ce qui est une loi un peu fondamentale dans l'accueil. Mais après le bouquin, moi je trouve que c'est un bouquin qui dépasse largement une autobiographie, mais alors très largement, c'est-à-dire qu'on est dans un essai, dans un regard sur le monde qui est étayé par des faits historiques. Et en gros, ce qu'explique Amin Maalouf dans le livre, c'est que voilà, en tout cas pour la problématique aujourd'hui de la culture arabe et dans ce qu'elle est aujourd'hui et dans la façon dont on l'aperçoit, il y a eu 1967 et la guerre de 6 jours qui a été perdue, qui a été une blessure formidable. Il y a eu la chute de Nasser à la suite de ça. Il y a eu le choc pétrolier. Il y a eu surtout 1979, pour lui, qui est une date incontournable et qu'il explique bien dans le livre, c'est-à-dire c'est la montée des radicalismes. Qu'ils soient effectivement religieux, mais qu'il soit aussi économique, avec Thatcher et puis avec Reagan qui arrive au pouvoir à ce moment-là. Il explique ça formidablement bien. Et de dire aujourd'hui que finalement, tout ce qui s'est passé en 67, 79 et 2001 avec les attentats nous conduisent aujourd'hui d'un point de vue politique et social dans une crise qui est celle que nous connaissons, qui a amené aussi la crise écologique que l'on connaît et qui donne finalement ce regard extrêmement pessimiste dans le livre, c'est-à-dire de ce qu'il appelle le naufrage des civilisations, parce que pour lui, aujourd'hui, non seulement il y a la mélancolie par rapport à ce qu'il a connu au Liban et l'association des différentes communautés qui permettaient de vivre ensemble alors qu'aujourd'hui il y a lieu du repli, mais c'est un regard qui est très pessimiste sur un avenir. Alors, il laisse une petite porte ouverte en disant qu'on peut encore sauver les choses, mais néanmoins, le livre se termine et le constat qu'il livre, c'est quand même un constat qui laisse pas beaucoup de portes de sortie. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on a un petit peu tous condamnés et qu'on risque le naufrage du Titanic. En tout cas, ce qu'on peut dire quand même par rapport à l'héritage de l'Académie française, c'est qu'il a succédé à Claude Lévi-Strauss, qui est sur ces histoires de nations, de civilisations, évidemment beaucoup écrit, y compris donc sur les rapports entre race et histoire. Il faut savoir que dans l'Académie française aujourd'hui, il y a beaucoup de gens plus jeunes. Alors, je dis pas que Amin Maalouf soit très jeune, c'est pas un digital native, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que Dany Laferrière est porteur aussi des mêmes contradictions. Il vit à Montréal, il est haïtien, il est académicien français, il publie dans beaucoup de pays, il va faire des cours parfois aux États-Unis. Mabankou vient d'Afrique, il fait des cours dans les universités américaines. Donc il y a chez les intellectuels qui sont aujourd'hui des intellectuels francophones, justement, il y a quand même cette volonté d'embraser le tout, quoi, et d'essayer de lui donner un sens, Sylvestre.
Oui, et ce qui est intéressant, je disais quelque part, je ne sais plus qui a dit ça, l'identité au final, c'est quelque part, elle passe par la langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici entre francophones et qu'on a une identité commune, j'allais dire qu'on le veuille ou non, malgré nos extractions multiples, au travers justement de cette langue. Il a été honoré par la Belgique d'ailleurs récemment. Exactement, et donc moi je trouve ça intéressant justement qu'il ait toutes ces identités, ce millefeuille identitaire, et qu'au final il soit académicien français et qu'il s'exprime en français. Moi je trouve qu'au final l'identité elle est un petit peu là. Et il nous parle aussi de ces identités multiples qui sont bienvenues, mais à la fois nous rappelle qu'il fut un temps, donc un certain âge d'or, où on invitait les immigrants, les nouveaux arrivants à partager leur culture, à faire partie prenante de la société d'accueil. Je suis plus tout à fait certaine qu'on soit là-dedans, donc peut-être qu'on peut justement tirer les leçons du passé et que la culture des nouveaux arrivants devienne une richesse et non une peur. Merci donc d'avoir abordé donc ces sujets qui sont des sujets extrêmement complexes, qui sont souvent au cœur de l'actualité, même si vous le savez, nous sommes effectivement dans un registre aujourd'hui à la Fondation Vuitton qui est beaucoup plus culturel et qui nous ramène à l'histoire de l'art, mais aussi à une période justement où les cultures se mélangeaient. Merci mon cher Slimane d'être venu nous parler de ce livre donc d'Amin Maalouf qui s'appelle Le naufrage des civilisations. Deuxième sujet, en attendant de voir Gérard Darmon et donc son copain Chabat danser la carioca au Festival de Cannes, nous allons parler exposition. Le musée Jean-Jacques Henner à Paris accueille une exposition qui est intitulée Roux. Roux comme la couleur des cheveux, donc de Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel. Je vous laisse en découvrir quelques images grâce justement à ce sujet de TV5 Monde. Zora la rousse, Zora belle et farouche, ta vie a un goût d'aventure. Ce n'est pas avec Zora, célèbre héroïne de série télé, que nous découvrons cette exposition, mais avec la rousse la plus emblématique de TV5 Monde, Linda Giguère. Fifi Brin d'Acier, c'était, je la regardais beaucoup à la télé. Quand j'étais petite, c'était ma complice. Hein, parce qu'elle aussi, elle est rousse. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tintin, Peter Pan, Rebelle, ces héros de la littérature enfantine incarnent l'audace, l'aventure. Ils sont devenus des roux et des rousses célèbres. Et pourtant, pas facile d'arborer cette couleur de cheveux quand on est enfant. Quand j'étais petite, c'était carotte, carotte, carotte. Donc non, mais à partir de 15 ans, la rousseur, ça devient plutôt un avantage. Ce n'est pas Jean-Jacques Henner qui aurait dit le contraire. Son musée se devait d'organiser une telle exposition. Ce peintre du 19e siècle était obnubilé par les chevelures flamboyantes. Et il n'était pas le seul. Manet, Degas, Renoir, il célèbre une femme sensuelle à la Sonia Rykiel. Quand on a une couleur de cheveux aussi forte, quelque chose qui est assez proche du feu, on vous associe souvent des caractères qui sont liés à quelque chose une espèce d'énergie vitale. Et tout ce qui est autour de la sexualité et de la violence, c'est de l'énergie vitale. Donc évidemment, la femme rousse, on va lui attribuer des caractères qui peuvent être évidemment faux. Hein. Là, on est vraiment dans le préjugé, dans le cliché. C'est-à-dire qu'elle va avoir une sexualité beaucoup plus intense. Une couleur de cheveux qui fascine mais qui peut faire peur. Les sorcières sont souvent représentées avec les cheveux roux. Ces chefs peau-rouge arborent des coiffures orangées, symbole de puissance, de magie. Et que dire de ces masques de Papouasie-Nouvelle-Guinée? Là, on casse un petit peu l'idée du roux associé forcément à la séduction féminine. Hein. Ce sont des masques qui étaient portés par les hommes dans le cadre de cérémonies et des masques qui étaient destinés à distinguer, à faire un petit peu peur. Là aussi, on est toujours sur l'orangé, le roux, quelque chose de très fort, mais quelque chose de fort avec un autre sens en fait. Cette ambiguïté liée à la couleur se retrouve tout au long de l'exposition. Jean-Jacques Henner a lui aussi inversé les codes. Judas le traître a souvent été représenté avec des cheveux roux. Avec lui, c'est le Christ qui devient flamboyant. Voilà, après ce sujet, nous accueillons Estelle Martin. Ma chère Estelle, bonjour. Vous êtes magnifique comme d'habitude. Nous allons parler de cette exposition, donc, qui est une exposition tout à fait particulière et, je dirais, rare, car il y a eu peu d'expositions qui mélangent un peu tous les genres, et notamment la peinture, qui soient consacrées au roux. Alors, vous m'avez montré d'ailleurs la plus belle ou la plus célèbre. Exactement, la plus célèbre Instagrammeuse. Attendez, montrez à la caméra, votre caméra préférée. Regardez, Larsen Thompson.
très belle femme. Une des influenceuses rousses, puisque sur les réseaux sociaux, on défend les roux et les rousses. Alors, Estelle, de quoi s'agit-il exactement mais de quoi s'agit-il dans cette exposition? Mais en fait, cette exposition, déjà, elle permet de redécouvrir ce magnifique petit musée Jean-Jacques Henner, qui est un petit hôtel particulier. C'est vraiment, c'est adorable. En fait, ça fait penser à la maison Site Gustave Moreau, qui est un musée qui se situe dans son atelier, dans sa maison. Et pourquoi Jean-Jacques Henner? Parce qu'il a beaucoup peint des femmes rousses et même des Christ roux, comme on l'a vu dans le sujet. Et donc, à un moment, ils se sont dit, mais pourquoi pas? Et ils ont eu tellement raison de parler des roux, des rousses. Alors, dans la littérature, dans la peinture, dans l'imaginaire collectif, enfin, vraiment, ils brassent. Alors, c'est vrai qu'ils brassent, on pourrait dire un peu capillotracté, hein, puisque c'est sur les cheveux, mais c'est extrêmement... en tout cas, ça marche. Ce tout petit musée, personne n'y allait. Et moi, je suis allée tourner là-bas. Et ils étaient dépassés par les événements. Hein. C'est-à-dire tous les médias ont couvert cette exposition parce qu'il y a une fascination pour la couleur des cheveux. Mais alors pourquoi? Et pourquoi? Alors, le fond du problème, c'est quoi? C'est la beauté, c'est la rareté, c'est le diable, c'est l'incandescence. Mais tout à fait. C'est un peu tout ça, en fait. C'est un peu tout ça, c'est un peu ce qui est expliqué. Moi, j'y suis allé avec un peu de circonspection. Je me suis dit une exposition sur les roux. Et puis, ce qui était génial... Qui, dans votre cas, n'a rien d'autobiographique. Je fus roux, mais il y a très longtemps. Voilà. Mais vous avez vu le nombre de roux et de rousses? Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Il y avait plein de roux dans l'exposition. Et moi, j'ai suivi un peu et j'écoutais et je passais de groupe en groupe. Et cette exposition devenait presque interactive ou en tout cas immersive. Et à ce titre-là, c'est quand même assez intéressant de prendre l'art et la culture parfois ce petit côté pop culturel, parce que la couleur des cheveux, c'est quand même très, ou les coupes de cheveux, c'est quand même très pop culturel comme approche. Et justement, de pouvoir ouvrir ce champ. Et puis, je me disais aussi, en tant que Belge, regardant ça en France, à Paris, je me dis, ce qui est génial, c'est que ce petit musée doit coûter un bras à la collectivité. Je me dis, ce qui est génial, c'est que... qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? C'est le roux d'Aladdin Sane de David Bowie. Il est là. Il y a Spirou aussi dedans. Donc, on passe de tout à tout. Non, comment ça s'appelle Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier. Il y avait Tintin qui était un peu roux dans certaines des planches. Donc, moi, je l'ai pris pour ce que c'était, en fait, un joyeux mélange de tout ça, de Spirou aux marionnettes, en passant par des coiffes iroquoises aussi. Mais c'est un descriptif où il y a, je dis pas une thèse, une idée générale derrière tout ça. Oui, il y a des petits... Ou est-ce que vous vous êtes fait les uns les autres une idée générale? Non, il y a des petites phrases comme ça, à gauche, à droite. Non, mais il y a le côté énigmatique, quand même, mystérieux du roux, c'est-à-dire et de la puissance. Il y a un côté, comme dit, il y a très peu de roux. Et puis Judas était roux. Regardez, non, mais vous êtes un petit peu vous-même. C'est pas parce que j'ai raté ma teinture et que m'emmerder. Vous avez été un peu roux parfois dans cette émission. Mais c'est vrai, c'est l'auto-bronzant par capillarité, si vous voulez, ça remonte et je deviens roux. C'est un peu pour vous, cette expo. Mais absolument, je suis la rousse du pape. Allez, continuons. Moi, ce qui m'a un peu frappée, c'est le regard qu'on porte sur les roux et les rousses. Les roux étant un peu plus ostracisés, ils se sont souvent, on se moque d'eux, les garçons, on les trouve pas nécessairement jolis, ils se font tirer la pipe dans les cours d'école, on les appelle poils de carotte, et ils sont des spirous, des clowns, des petits gamins un peu mignons, alors qu'il y a tout l'aura de sensualité, de beauté, de bombe sexuelle, de la femme rousse, à qui on a accolé, à cause de la rareté, quelque chose de très spécifique et de très sensuel. Alors, je trouvais qu'il y avait vraiment une différence entre comment on perçoit les roux et les rousses. Et je dois avouer que d'un point de vue un peu féministe, ça m'a un peu énervée que dans la majeure partie de cette exposition-là, on parle de uniquement la beauté des femmes rousses, alors que, justement, on aborde Sonia Rykiel juste parce qu'elle est rousse, et on n'a pas du tout parlé de son travail de designer, comment ça a influencé son travail de designer. Donc, j'ai trouvé un peu l'argument un peu mince. Vous vous souvenez, dans les années 80, d'Angie Evrard, qui était une célèbre mannequin rousse, qui est sortie, notamment avec Sylvester Stallone. Est-ce que vous avez trouvé dans cette exposition que vous avez visitée avec ardeur, justement, un fil continu, quelque chose, une explication
question. Mais je pense que c'est... Est-ce que le roux est damné? Est-ce que le roux est... Mais c'est ce qu'on essaye de comprendre dans cette exposition, c'est justement de montrer que le roux est, alors pas damné, mais un peu ce côté magique, puissant, parce que même on nous montre des figures, enfin des statuaires qui viennent de Papouasie, et il y avait un côté puissant du roux. Et pareil, les Indiens qui étaient roux, peut-être, mais c'était juste, ça donnait ce côté un peu dangereux, mystérieux, et ce qui existe quand même. Comme tu dis ça. Non, mais franchement, alors, Non, je n'ai rien dit. Ah non, en parlant de fil rouge, moi, Fil rouge ou fil roux? De fil roux. Pardon, fil roux. Non, vous avez dit plein de choses positives, donc c'est bien, je vais pouvoir être un petit peu plus critique. Non, c'est vrai que... Dans votre cas, capillairement parlant, je le comprends. C'est de la pure jalousie. C'est de la pure jalousie. Forcément. C'est pas une expo pour moi. Non, c'est vrai que ce que je regrette dans cette expo-là, c'est qu'on se retrouve à un croisement entre une exposition d'art, avec les tableaux d'Henner, par exemple, qu'on peut juger plus ou moins intéressants, mais enfin qui représentent une réalité picturale du 19e, et puis la sociologie. Et il manque pour moi effectivement une sorte je sais pas, de mise en abîme plus importante ou de rupture ou de quelque chose qui va au-delà de la juxtaposition des objets ou des perruques de Sonia Rykiel ou de quelques objets. Moi, j'aurais aimé effectivement qu'on entre dans une thèse ou qu'on soit un petit peu plus pris par la main dans cette exposition afin qu'on nous amène peut-être à réfléchir un petit peu plus. Alors, me venaient à l'esprit les expositions d'un muséologue fort connu en Suisse qui s'appelle Jacques Henner, qui a un peu révolutionné l'ethnomuséographie en Suisse avec des expositions qui étaient complètement folles, vraiment, avec une reconnaissance internationale, parce que justement, dans les musées d'ethno, à ce moment-là, il mettait des objets d'art, il mettait des objets du quotidien, il amenait le spectateur à devoir se poser des questions, à ne pas être simplement un spectateur qui allait voir des objets et puis qui se posait une ou deux questions, mais qui l'amenait dans un certain inconfort pour se questionner par rapport à ce qu'ils voyaient. Mais le musée d'ethnographie à Neuchâtel n'est pas beaucoup plus grand. Et je pense qu'avec un sujet comme celui-là, justement, c'est un terrain de jeu qui est formidable. C'est pas le but de cette exposition. Cette exposition, elle est iconoclaste, c'est le roux, source d'inspiration. Et je pense, parce que si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a un photographe qui s'appelle Pascal Sacleux, qui est assez connu, qui est roux, et qui a été victime de roussisme. C'est comme ça qu'on appelle le racisme anti-roux. Et donc, il a participé activement aussi à cette exposition, à la mise en place de cette exposition. Il y a même un festival depuis l'année dernière, Guillaume. Vous pourrez y aller cette année en Bretagne. Ça dépend de la couleur. C'est le festival des roux. Écoutez, vous pouvez mettre une option et puis vous déciderez. Je vais me faire un petit régé couleur. Et effectivement, il y a plein de défauts à cette exposition. C'est pas toujours bien éclairé, il n'y a pas une véritable scénographie, mais c'est agréable et quand on en sort, on se fait sa propre opinion. On n'a pas forcément besoin qu'on nous prenne par la main. Voilà, le sujet est assez léger et c'est agréable à regarder. Oui, parce qu'on parle pas souvent des roux et des rousses, et même quand il y avait une exposition très réussie à la Cinémathèque, ça s'appelait Brune blonde, et c'était sur la fascination des cheveux, notamment Hitchcock, vous savez, avec ses gros plans sur la chevelure. C'était Brune blonde. Alors on avait oublié les rousses, donc là c'est un petit peu un rappel à l'ordre. Catherine Hepburn, qui était rousse. Tout à fait. Catherine Hepburn qui était rousse. Il faut dire que maintenant, moi, ce qui m'a intéressé dans l'idée du rock, de cette exposition, et notamment, évidemment, autour de Bowie, c'est que cette sorte de damnation de l'identité capillaire, si je puis dire, qui finissait par aboutir à une sorte d'identité générale, elle a complètement été transformée par l'industrie des cosmétiques, parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue avec les cheveux, joue avec la barbe. Vous avez des gens qui... Alors, on prend le cas de Bowie, mais Bowie, il a tout été. Il a été brun, il a été blond, il a eu les cheveux courts, il a eu les cheveux longs, il était Ziggy Stardust. En fait, c'est un gigantesque jeu, alors qu'au départ, c'était justement une problématique de minoritaire. Oui. Alors que maintenant, c'est devenu le jeu de tout le monde. Et ça, malheureusement, c'est pas abordé, justement. Et je rejoins Michel par rapport à ça. C'est parce que c'est au spectateur d'aller voir et d'aller chercher son imaginaire et de se demander si tout est fixé par, je sais pas, un tableau, une gravure de Gustave Moreau, bien qu'une gravure soit difficile. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de tableaux de Jean-Jacques Henner, par définition, puisque c'est ce musée. Et donc, ça a tendance à être un peu noyé. Je veux dire, cette thématique de roux a tendance à être un peu noyé dans les œuvres de Jean-Jacques Henner. Je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'a priori, lui, n'était pas fasciné par les femmes rousses ou par les hommes roux, non, mais par la couleur. Ce qui l'intéressait, c'était les pigments, en fait. Et il travaillait avec ça. Et ça, c'est pas vrai. Mais c'est aussi une question qu'on peut se poser simplement par rapport à la peinture, parce que finalement, est-ce que l'utilisation du roux pour les cheveux, c'est pas simplement une volonté esthétique? Parce que, évidemment, ça va faire ressortir le tableau, ça va lui donner une couleur qui est différente, parce que on peut prendre Mucha, Alphonse Mucha, il y a plein de femmes rousses dans ses dessins ou ses peintures. Klimt, Klimt, on en parle un
un petit peu dans l'expo, mais un tout petit peu. Et c'est Filet déjà la aussi, par coloration aussi. exemple. Renoir aussi, évidemment. Enfin, dans la peinture, il y a peut-être une volonté simplement aussi esthétique d'utiliser cela. Si vous me permettez, Guillaume... Je vous permets, mais alors très brièvement. Très brièvement, vous parlez de l'identité tout à l'heure. Il y a un livre qui, justement, un fort joli hasard, un livre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle « Roux clair naturel ». C'est d'une autrice qui s'appelle Fanny Demeule. Elle, c'est un peu autobiographique, un peu son livre. Elle a menti à son copain pendant des années sur sa vraie couleur de cheveux. Et elle nous parle de l'identité, de justement comment on peut essayer de cacher son identité aux gens qui nous entourent. Elle a vraiment une plume très intéressante et il y a vraiment un propos assez... Oui, et il y a un propos qui va encore plus en profondeur parce que justement, elle est en train de faire un doctorat sur les guerrières qui sont souvent dépeintes comme étant des rousses dans l'histoire et dans la littérature. Donc, ça ne tient pas seulement un cheveu. Voilà, j'aurais dû lire ce livre. C'est pour ça que j'ai fait un cauchemar cette nuit où j'ai vu arriver une rousse avec des yeux de bourdon. Je me suis réveillé, il était 1h du matin, je me suis levé, je me dis vite, nous allons enregistrer 300 millions de critiques. C'est peut-être une sorte d'avant-goût de la rousseur qui me menace. Nous sommes à la Fondation Vuitton pour cette extraordinaire exposition consacrée à la collection Courtauld avec évidemment des œuvres classiques de la peinture française et internationale de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et nous avons comme invité aujourd'hui donc Martha Kersenbaum, qui est la commissaire du pavillon français de la célébrissime Biennale de Venise, la 58e du nom. Bonjour, je suis ravi, asseyez-vous. Et nous allons parler de ce pavillon français, puisque vous en êtes la commissaire. Alors c'est Laure Prouveau, l'artiste, qui va représenter la France. Que va-t-on voir exactement ? Alors, ce projet pour la Biennale de Venise, donc du pavillon français, est un voyage. En fait, c'est un voyage échappatoire vers un ailleurs idéal, dans un univers liquide et tentaculaire. Bon, alors, pour être un petit peu plus concrète, ça va être un film voilà, qui a été filmé lors d'un road trip. Pour rappeler qu'elle a eu le Turner Prize. Évidemment. C'est aussi une artiste française, donc d'origine du nord de la France, mais qui a principalement vécu à Londres plus de 20 ans de sa vie et qui maintenant vit à Anvers. Donc elle a aussi un parcours assez particulier qui n'est pas passé par la case Paris, donc pas tout à fait engrené comme ça dans le monde de l'art contemporain parisien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc pour ce pavillon français de la Biennale de Venise, on est parti en road trip avec une douzaine de personnages issus de générations et d'origines différentes. Donc par exemple, on a une jeune danseuse de cabaret d'origine australienne, on a un danseur gabonais, on a un musicien sénégalais, et tous vivent en France. Et chacun a été choisi pour leur, je dirais, pour leur talent spécifique. Et ils nous ont accompagnés dans ce voyage. On est parti de la banlieue parisienne, on a filmé à Nanterre et à Grigny, dans les œuvres architecturales de l'architecte Émile Aillot. Et ensuite, on est parti dans le nord de la France, à Roubaix, puis dans les Terrils. Et on est redescendu vers le palais du facteur cheval, le palais idéal du facteur cheval. Donc, toute l'idée de l'idéal, de l'ailleurs, de l'utopie est quand même très présente dans ce voyage. Martha, ça s'intitule « Vois ce bleu profond te fondre », c'est ça ? Alors, quelle est l'explication de la phrase par rapport justement à ce road trip que vous venez de nous expliquer ? Alors, parce qu'effectivement, le road trip qui ensuite passe par Marseille-Venise va être décliné au pavillon dans un univers liquide et tentaculaire, comme je le disais, c'est-à-dire que vraiment le film est au centre d'une installation dont la métaphore pourrait être une pieuvre, c'est-à-dire que le ventre un peu mou de cette installation est ce film, qui ensuite découle dans le pavillon à travers une série d'installations, d'objets, de sols en résine et de performances. Il y aura des tapisseries, parce que moi j'adore, elle avait fait une tapisserie incroyable, Laure Prouveau, qui était exposée dans sa galerie à Paris. Elle joue aussi sur ce genre de support-là ? Oui, il y aura une grande tapisserie qui justement retracera ce voyage. Voilà, de 9 mètres de long, très belle. Voilà, absolument. Mais la dernière exposition de Damien Hirst qui avait eu lieu donc au Palazzo Grassi chez François Pinault, c'était aussi une exposition qui tournait autour. Alors, elle a été à la fois applaudie pour certains et critiquée par d'autres qui considéraient que c'était un peu Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. Mais il y avait aussi cet élément de la liquidité, des trésors, de quelque chose de sous-marin, quoi, de liquide. C'est aussi, faut pas oublier qu'on est à Venise et que Venise, on n'est pas n'importe où, on est quand même dans une ville qui a été conçue sur l'eau et pour l'eau. Nous aussi, je dirais un concept qui nous a inspiré, c'est celui de liquidité moderne et de modernité liquide qui a été développé par le sociologue polonais Zygmunt Bauman. L'idée qu'on vit dans une société qui est tellement liquide, où on est finalement tellement connecté, mais en même temps tellement seul, et que je crois que dans le travail de Laure Prouveau, il y a cette volonté de créer du lien humain, de créer une sorte de famille, une famille artistique, une famille peut-être nationale,
international, c'est aussi ce projet de représenter la France à la Biennale de Venise. C'est de parler de nous, en fait, de nous en tant que société, en tant que groupe humain. Voilà. Vous savez que la Biennale de Venise, c'est à la fois justement une grande exposition, c'est la vitrine avec documentaire de l'art contemporain mondial, mais aussi c'est aussi une bonne compète pour deux femmes que vous êtes, c'est-à-dire vous, la commissaire et elle. C'est ça. Parce que les gens viennent voir, les gens regardent, mais en même temps, c'est la bagarre mondiale. C'est la bagarre mondiale, mais nous, en fait, on a souhaité un pavillon qui soit ouvert sur le monde et sur nos voisins. Et justement, on est dans une année un peu particulière où il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'artistes et de commissaires d'une jeune génération. Et on a vraiment aussi envie de créer ce lien. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde de l'art contemporain, j'espère plus généralement dans la culture, peut-être dans le monde. Il y a peut-être une nouvelle génération qui arrive et qui montre des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'on a envie d'être tous en lien quand même les uns avec les autres, plus qu'en compétition. Voilà. Question pour tous ceux que ça inspire. Vous avez intérêt à avoir l'air inspiré, autrement vous allez prendre des barres. On a envie d'y aller, je peux vous dire. Oui, ça c'est vrai. En écoutant Martin, on voit ses paroles. Obligation. Et ça fait du bien de voir des commissaires comme ça, qui sont un peu... Je dis pas que d'habitude, il y a une image un peu plus austère. Et quand elle parle vous parlez de nouvelle génération, en tout cas, vous le transmettez et vous nous le transmettez. Il y a un univers très fantasque, je trouve, chez Laure Prouveau. C'est vrai qu'on a l'impression parfois d'être avec Alice au Pays des Merveilles, avec un monde qu'elle recrée, le monde de l'imaginaire. Elle voulait déjà créer un tunnel, c'était pour retrouver son grand-père qui avait disparu. Son grand-père a disparu dans un tunnel. Oui, c'est ça. Donc on cherche le grand-père tout le temps. C'est assez incroyable. Et avec le mélange aussi, effectivement, français, anglais, maintenant encore plus ouvert. Laure, elle vit aujourd'hui en Belgique, elle a été en Angleterre, elle aurait finalement pu aussi représenter ces deux autres pays. Moi-même, je suis d'origine polonaise, je suis née, j'ai grandi en France. Donc on a un peu ces biographies qui font qu'on est peut-être un petit peu plus complexe et plus multiple que juste... fermé dans un pavillon, voilà. Mais c'est quand même, ça reste important quand même pour une artiste, j'imagine, d'aller à la Biennale de Venise. Que je vois, par exemple, le Ghana se bat parce que l'Afrique, c'est compliqué pour l'Afrique d'être représentée. Et là, ils veulent absolument être présents. Vraiment, qu'est-ce que ça peut lui apporter? C'est une dimension parce qu'elle a déjà eu ce prix qui est quand même internationalement reconnu. C'est très important. C'est une... Comme vous le disiez, Guillaume, effectivement, c'est la vitrine de l'art contemporain mondial, international. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de très fort de représenter son pays, surtout quand on est une jeune femme qui a quand même longtemps vécu à l'étranger, pour Laure Prouveau. Il y a quand même chose de très fort aussi de revenir un peu là d'où on vient, et puis avec ses nouvelles idées, avec ses nouvelles influences, inspirations, et de montrer justement ce qu'une jeune femme artiste française peut faire. Laure, c'est la 3e femme à représenter la France en 100 ans de biennale. Oui. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je me posais la question de savoir quelles étaient les prémices justement de la création à partir du moment où on récupère, où une artiste et une commissaire à ce genre de dossier, à ce genre de, j'allais dire, de pression sur les épaules. Comment on le pense, comment on pense sa présence à la Biennale? Eh bien, on la pense justement, je crois qu'on n'est pas indifférente à ce qu'on représente, c'est-à-dire un duo de jeunes femmes, les deux, être femme et être jeune, c'est deux éléments quand même qui sont importants, avec plutôt des parcours internationaux. Et puis on essaie de l'incarner au mieux. Moi, j'essaie de me dire que si nous, on réussit à faire un pavillon merveilleux, magnifique, flamboyant, touchant, et ben derrière nous arriveront d'autres générations de jeunes, de femmes, de gens issus de l'immigration. Voilà, c'est peut-être un peu utopique de le penser, mais moi, j'ose y croire, en tout cas. Ça a beaucoup changé et c'est une bonne chose. Et ça va changer encore plus. Mais je sens que vous allez militer pour ça. Bonne chance. Merci beaucoup. Et évidemment, une caméra de TV5 Monde ira vous suivre à la Biennale de Venise avec beaucoup de bonheur. Nous allons donc enchaîner sur le sujet suivant, qui est consacré donc aux Exfiltrés, qui est le premier long métrage de fiction d'Emmanuel Hamon, qui fut donc assistant réalisateur de Maurice Pialat et de Patrice Chéreau, avant de réaliser donc des documentaires qui sont des documentaires souvent à caractère politique. Dans ce film, il raconte le parcours d'une jeune femme qui quitte la France pour rejoindre la Syrie donc, et le combat de son mari pour les faire revenir. Nous allons parler du passage des réalisateurs donc, du documentaire vers la fiction et de ce film en particulier juste après la bande-annonce que je vous laisse découvrir. Vous restez combien de temps à Istanbul? 3-4 jours. Et donc après, c'est quoi? Izmir? Je sais pas, le voyage. Tu sais, c'est pas l'endroit qui compte, c'est d'être utile. Amuse-toi bien. Donc t'es le seul à pas être au courant, comme d'hab. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as Sylvain, l'infirmier. Sa femme s'est barrée en Turquie, avec son fils. Ton fils est toujours là-bas? Il pourrait pas aider? Elle a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part avec son môme. Ok, et du coup, hop, magie, tu te souviens que t'as un fils. Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps? Une, mais bon... Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi? On l'a localisé. C'est vrai. Bon, j'ai
pas de bonnes nouvelles. Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité n'est pas là à hauteur du prospectus et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Mais le petit, c'est bien, faudra le former. Il pointe là, pointe là. Sylvain, j'espère que tu m'entends. Mais on est à Raqqa et j'ai besoin d'aide. Je vais aller taper directement au ministère. Non, mais la Syrie, on peut rien faire. Mais vous foutez de nous? Je voudrais juste poser une question. Vous pouvez nous aider ou pas? Je suis syrien, je voudrais l'asile politique en France. Gabriel, c'est toi la DGSE? Ce que tu fais nous intéresse. Les réseaux à Raqqa. Il y a 120 km, plus des patrouilles. Et la frontière, je l'ai passée. C'est très risqué. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, trouver l'argent déjà. Vous savez qui vous avez chopé? C'est un héros. Ça se trouve, elle est en train de nous trahir. Maintenant, appuie! Tu te rends compte que si ça merde, tu as 2 morts sur les bras? Voilà, ce film d'Emmanuel Hamon s'inspire d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 2015. Et en ce moment, cette problématique est évidemment extraordinairement débattue au sein de la société française. Ce qui est étonnant, c'est qu'un spécialiste du documentaire politique comme lui, donc, s'empare de l'histoire pour en faire une fiction. Qu'en pensez-vous? Qui se jette à l'eau? Ah oui, non, mais moi j'ai trouvé que c'était effectivement un film intéressant vu la problématique. Et c'est vrai que, comme vous le dites, il vient du documentaire et il l'explique. Il dit que lui, il y avait une telle charge fictionnelle, dramatique dans cette histoire, qui est l'histoire vraie d'une femme, Faustine, qui est partie à Raqqa en 2015. Donc ça remonte il y avait les attentats. Tout ça n'est pas vraiment expliqué dans le film. On ne comprend pas très bien pourquoi elle décide de partir avec son fils. Effectivement, elle est d'origine africaine. Dans le livre qui lui est consacré, les raisons de son départ sont plus importantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vient du documentaire, c'est que c'est extrêmement bien étayé, et c'est là qu'on sent que c'est important. Je pense au cinéaste suisse Michel Claude Goretta, qui expliquait, lui aussi grand documentariste, qui a fait La Dentelière, notamment, qui est mort il n'y a pas longtemps, et qui disait que la fiction lui permettait de parler, d'aller plus loin, plus loin. C'est une évidence de dire ça, mais on comprend pourquoi les documentaristes font ce choix. Alors, on va parler de ça et parler de l'accueil de ce film un peu partout. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est de plus en plus vrai, alors je ne vais pas remonter à la littérature à 200 fois de trouver une capote, mais vous prenez par exemple un des films les plus extraordinaires qui a été tourné ces derniers temps et qui mélangeait absolument tout ça, c'est le film de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty, sur l'assaut qui a été fait à Ben Laden, où alors là, on ne savait, enfin, vous entrez dans la salle de cinéma, on ne sait plus si c'est un documentaire, on ne sait plus si c'est de la fiction, tellement c'est proche de la réalité. On voit Obama dans la salle en train de voir l'assaut, tout se passe dans un tiers du film dans le noir, justement presque dans un documentaire. Est-ce que vous avez entendu, alors je ne parle pas de Catherine Bigelow, mais est-ce que vous avez entendu parler des exfiltrés chez vous? À peine là, avec la sortie de ce film-là. Par contre, le film est tout à fait d'actualité parce qu'il y a à peine 2 semaines, il y avait un grand dossier dans un quotidien chez nous qui s'appelle La Presse, qui titrait « Qu'adviendra-t-il de la dizaine de petits Québécois entraînés de force et coincés en Syrie? » Donc, on a le même problème chez nous avec de jeunes Québécois. Donc, le film, c'est clair, s'il sort chez nous, parce qu'on a beaucoup de difficultés à distribuer les films étrangers, s'il sort chez nous, je suis assez convaincue qu'il va avoir une assez bonne réception. Mais je trouvais intéressant ce que vous disiez, Guillaume, à l'instant. Hollywood utilise ce procédé-là, la France le fait, chez nous, on le fait beaucoup. C'est un peu une valeur sûre, hein, quand les gens désertent les salles de cinéma, on se souvient de leur Michael montrer... Moore, oui, exactement. Depuis l'arrivée de Michael Moore... Qui a eu d'ailleurs une palme d'or à Cannes qui a été extraordinairement contestée. Il a attiré les gens vers le documentaire. Le documentaire est devenu plus formaté, avec une formule plus efficace. Et donc, la fiction s'intéresse aussi au documentaire. Mais c'est clair que pour le cinéphile qui hésite entre 2 films, si on lui raconte une histoire dont il a vaguement déjà entendu parler, il y a un attachement encore plus fort. Donc, c'est clair que pour les studios, c'est une méthode assez intéressante pour attirer les cinéphiles dans les salles. Est-ce qu'il y a beaucoup de documentaristes qui passent à la fiction? En Suisse en général. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a vraiment une frontière qui est extrêmement poreuse entre les deux. Parce que si vous prenez des films, je pensais à ça, je me disais, mais même Intouchable, finalement, c'est de la fiction ou c'est du documentaire, puisque c'est tiré d'une histoire vraie? Les films des frères Dardenne,
le cinéma de Ken Loach. Où est-ce que finit le réel, où est-ce que commence la fiction? On ne sait plus vraiment aujourd'hui, d'autant plus qu'avec, je ne sais pas moi, la télé-réalité, les réseaux sociaux, on est constamment entre les deux. C'est-à-dire qu'on a une mise en scène de la réalité à travers voilà, le cinéma, le documentaire, les réseaux sociaux ou autres, qui est réel ou qui est effectivement mise en scène. Ce qui fait qu'on est constamment, aujourd'hui, me semble-t-il, entre les deux, avec ces regards, même dans la littérature. Les 3 derniers Goncourt, ces 3 Goncourt, et je n'ai pas été forcément plus loin, mais que ce soit Vuillard, enfin, je veux dire, c'est des faits historiques qui met en avant. Nicolas Mathieu revient dans une réalité sociale des années 90. Léla Slimani s'ancre sur une histoire vraie pour en faire une histoire. Il y a la prise, enfin je veux dire l'utilisation... Et puis la fiction tourne vrai maintenant. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fiction où justement ce qu'ils veulent, c'est de moins en moins d'évasion à part les grands Marvel, mais de plus en plus tourner vrai. Il me semble, c'est ça, ou en tout cas on se base vraiment sur un fait qui est réel et puis on l'utilise. Et puis peut-être, mais osons, on a parlé du dernier film d'Ozon, grâce à Dieu, on est encore là-dedans aussi. Donc moi j'ai l'impression aujourd'hui vraiment qu'on est, paradoxalement, il y a presque une disparition de la fiction pure au profit de la réalité. Ce qu'on appelle le docu-fiction. Oui, le docudrama, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça correspond aussi à des codes du monde dans lequel on vit. C'est justement cette volonté de transparence, et donc un documentaire parfois ne peut pas tout montrer, et donc la fiction permet de montrer un certain nombre de choses. Raqqa, par exemple, qui est allé à Raqqa et qui a vu des images de Raqqa? Très, très peu de gens. Mais nous non plus, parce qu'il était tourné en Jordanie, le film. Oui, en plus, mais c'est une reconstruction, mais en tout cas c'est une reconstruction ultra plausible. Et puis ça correspond aussi, quoi qu'on en dise, à ce besoin perpétuel, à cette drogue qui est devenue l'émotion. C'est que les gens ont besoin d'émotions et qu'un documentaire parfois a ses limites en termes d'émotion, et qu'une fiction va dans ce domaine-là. Alors pour dénoncer peut-être, et parfois c'est de l'émotion gratuite, c'est pas le cas ici, mais ce besoin d'émotion est aussi un des ressorts justement du fait que l'on utilise le docudrama pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages. C'est pas nouveau, hein. Moi ça m'a fait penser à un film de Michael Winterbottom, qui est un réalisateur de fiction, qui a sorti un film qui s'appelait In This World en 2002, où on suivait des réfugiés afghans qui étaient localisés à Peshawar et qui partaient en Grande-Bretagne, et on les voyait notamment dans une scène effroyable dans un container, et le cinéma était plongé dans le noir et on entendait juste leurs cris, et à la fin il y en a un des deux qui meurt. C'est quelque chose qui existe mais que personne n'a jamais vu, et le fait de pouvoir le reconstruire avec une œuvre de fiction était évidemment beaucoup plus forte que si on avait juste... Alors, il y a deux choses. Il y a aussi une popularité sur les plateformes de VOD, où c'est des films qui ne nécessitent pas forcément d'être dans une grande salle, dans une salle de cinéma, et qu'on peut regarder à la demande. Donc il y a beaucoup de créations de ce genre aussi qu'on voit apparaître sur les plateformes de VOD. Concernant Exfiltré, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des très bonnes critiques. Et Oldfin Finnegan, qui a aussi joué dans Le Poulain et qui a une forte popularité sur les réseaux sociaux, se charge aussi de faire la promotion, comme Swan Arlo, qui a joué dans Petit Paysan. Et ce sont une jeune génération d'acteurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui permettent de faire la promotion. Voilà. Alors, nous allons passer au coup de cœur, et pour une fois, je vais commencer par moi, non pas par mégalomanie, parce que ça fera la transition. Yannick Enel, quand il était au Prytanée de la Flèche comme jeune étudiant, vous savez, c'est des lycées plus ou moins militaires où l'obsession sexuelle monte très vite, et la seule chose qu'il avait trouvée dans une bibliothèque, c'était ça. C'est-à-dire un quart d'un personnage comme ça, vous voyez, avec un corsage transparent, une jeune femme. Donc, et puis, c'est pas un grand spécialiste de l'art. Il ne pense pas au Caravage tout de suite, il ne voit que cette image, qui est une image à fantasme, qui lui permet d'échapper à son univers ultra masculin, de ce genre de truc. Puis un jour, des années plus tard, il part avec une petite amie, il va à Rome, il va au Palais Barberini, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que cette femme, en fait, eh bien, c'est le célèbre tableau du Caravage, Judith et Holoferne, où ce fantasme sexuel est en fait une femme qui est en train d'égorger quelqu'un violemment, parce qu'il n'avait vu qu'une partie du tableau. J'ai pris un peu de temps, ma chère Isabelle, c'est parce que c'est un très beau livre qui aborde un peu tous les sujets dont nous parlons aujourd'hui. Myriam. C'est un double coup de cœur. Il s'appelle Théodore Pellerin. C'est un jeune acteur que j'ai découvert l'an passé dans un film qui a eu un très bon succès à l'international aussi, qui s'appelle Chien de garde. J'ai été soufflée par son jeu. Il a à peine 21 ans. Il a du mystère, il a de la
force, il a un naturel incroyable. Il joue dans plusieurs films chez nous. Les Américains ont déjà commencé à mettre la main sur lui. Il a Théodore Pellerin, donc réalisateur européen, là. Retenez ce nom-là. Théodore Pellerin, deuxième coup de cœur après le Caravage de Yannick Enel. Troisième coup de cœur avec vous. Oui, on parlait de la fiction qui peut s'emparer des problèmes de société. On parle souvent de l'autisme. Hein. On en parle de plus en plus. Il y a différentes formes d'autisme. C'est pas toujours évident d'en parler. Et je vous ai trouvé c'était très facile, un très joli livre qui parle de l'autisme. Alors, c'est une fiction signée Douglas Kennedy qui écrit le texte et qui a demandé à Johann Sfar, hein, que vous connaissez tous, le dessinateur, de dessiner cette charmante petite Aurore qui est autiste. Donc, voilà, le pop-up déjà de la présentation. Donc, deux auteurs à succès. Pour une jolie cause, l'autisme, et c'est les fabuleuses aventures d'Aurore, qui est autiste, mais qui a un super pouvoir. Enfin, c'est comme ça que Douglas Kennedy nous la présente. Et ça, c'est l'objet lui-même. Non, ça c'est juste le petit, ce qu'on vous emmène. Je vous l'envoie parce que je trouve ça un peu mince, charmant. C'est un livre un petit peu épais, mais vraiment, vous pouvez même le proposer aux enfants. Michel, coup de cœur. Un chef-d'œuvre, tout simplement, cette semaine, qu'on doit au BDiste suisse Frédéric Peters. C'est paru chez les éditions Atrabi, l'édition genevoise. Ça s'intitule Saccage. C'est une BD en format portrait, c'est une succession de grandes planches. Ça ne ressemble pas vraiment à une BD classique, il n'y a absolument aucun texte. C'est le regard désenchanté, pessimiste ou lucide, puisqu'on parlait d'Amin Malouf tout à l'heure, de Frédéric Peters sur l'état du monde aujourd'hui. Je peux que vous le recommander. Sylvestre. Beaucoup de fierté avec une série de l'RTBF qui s'appelle Ennemi public. C'est la saison 2, série incroyable et qui est librement inspirée de l'affaire Dutroux. C'est une série qui a déjà été achetée par 12 pays, dont l'Australie. Ma chère Laura. Moi, c'est l'exposition Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette, où on peut revoir le destin de Toutankhamon, qui est mort à 18 ans, qui a régné 10 ans. Et il y a des objets inédits, comme des mini-sarcophages, dans lesquels étaient placés des organes momifiés. Alors, je ne sais pas quels organes, mais voilà. C'est inédit. Voilà. J'essaie de trouver les choses un peu insolites de l'exposition. Non, mais si vous voulez trouver une fin cocasse, celle-là est cocasse. Elle est assez réussie. Je pensais que ça allait vous inspirer. Vous avez mais totalement. suscité votre curiosité. Dès qu'il s'agit d'organes et de sarcophages, immédiatement, je fantasme. C'est ouvert, allez-y, vous pouvez foncer à la Grande Halle de la Villette. On va s'enfermer tous les deux dans un sarcophage, vous allez voir ce qui va se passer. Nous sommes donc à la Fondation Vuitton. Cette émission est terminée. Vous avez derrière moi, grâce à la réalisation de nos camarades et la production d'Isabelle, un des plus célèbres tableaux du monde, il faut quand même le dire, parce que là, nous bavardons, mais nous ne sommes rien. Tandis que cet autoportrait, donc à l'oreille bordée, qui fait évidemment référence à la grande bagarre entre Van Gogh et Gauguin, qui se sont retrouvés, vous le savez, dans le sud de la France, avec des différents esthétiques. Ce tableau est tout simplement une des icônes de l'art mondial. Donc nous étions extrêmement fiers de pouvoir faire cette émission à cet endroit pour vous. Dans la salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends. Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. Qu'est-ce que je donne?